Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un amoureux du sport local. Même si la saison sportive touche à sa fin, nos chroniqueurs ne sont pas encore en vacances. Ils vont vous donner le meilleur d'eux-mêmes pendant 1 heure. 4 spécialistes sont autour de cette table. Présentation en musique. On commence à ma droite, c'est le pilier, le père fondateur. Il était là lors de la première saison il y a 3 ans. Il est toujours là pour nous éclairer sur l'actualité sportive. Yann Dujarrier, pistard dans la catégorie Masters au club de Vélizy 78 est avec nous. Bonjour Yann, comment allez-vous? Très très bien, en grande forme. On est très heureux de vous avoir une nouvelle fois sur ce plateau. Après une séance au Vélodrome, tout va bien. Tout va bien. On passe à ma gauche, musique. Elle est de retour du Pérou. Elle est aussi sublime qu'intelligente. Elle nous surprend à chaque émission avec ses analyses techniques de haut niveau. Notre ambassadrice de charme, Hélène Delagrange, professeure de pole dance à Versailles, est avec nous une nouvelle fois sur ce plateau. Je suis ravie d'être ici. Comment allez-vous? Merci de m'accueillir encore. À merveille. Vous êtes de retour du Pérou? Oui, franchement, voilà. De retour de vacances. Bon, j'espère que vous êtes d'attaque pour cette émission et que vous avez récupéré du décalage horaire. Non, oui, on va dire on va dire oui. On repasse de l'autre côté, musique. Il est de niveau Ligue des Champions. Il vit football, il respire football, il rêve football. Selon nos informations, Didier Deschamps l'aurait appelé secrètement pour composer sa liste des 23 pour la Coupe du Monde. Georges Gomis, président du Plaisir Sporting Club, est avec nous. Bonjour Georges, comment allez-vous? Salut Mickaël, bonjour à tous. Ouais, ça va, écoutez, c'est sympa, j'espère que... C'est une rumeur ou pas, Didier Deschamps? Il vous a appelé? On peut le dire, on est entre amis ici. Il n'a pas besoin de mon avis, je pense qu'il est assez grand pour prendre ses choix et j'espère qu'il prendra les bons choix et qu'on soit champion du monde. C'est tout ce qu'on lui demande. Ça sera l'occasion de faire une belle fête. On l'espère tous. On termine à ma gauche, musique. Un autre Georges est avec nous sur ce plateau. Lui, sa spécialité, c'est le football américain. Il a été président de l'un des plus grands clubs de foot US de France, les Templiers à Délancourt. Aujourd'hui, il a pris un peu de recul, mais il suit toujours avec attention les résultats de son ancien club. Georges Agostino est avec nous pendant 1 heure. Bonjour Mickaël. Bonjour Georges. Comment allez-vous? Ça va. Voilà, vous avez pris un peu de recul, mais vous continuez à suivre les Templiers Délancourt. On suit tous les matchs, des catégories de jeunes aux vieux. Non, il n'y a pas de problème. Je suis toujours licencié. Hein. Vous êtes toujours je suis le match, je suis tous les matchs. Pas de problème. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de golf et de la venue du numéro 1 mondial Justin Thomas sur les greens de Saint-Quentin-Yvelines le 28 juillet prochain sur l'Open de France. Nous évoquerons également un sujet mystique et tabou dans le monde du sport, la sorcellerie. Nos chroniqueurs auront certainement leur avis sur la question. Mais avant de développer ces thèmes, on ouvre une page football américain. On commence donc par du football américain. Pour leur 10e et dernier match de la saison régulière de 2e division, les Templiers d'Élancourt ont été inspirés ce samedi 12 mai à domicile et l'ont emporté 19-6 contre les Diables Rouges de Villepinte. Le score 19-6 donc. Cette 6e victoire de la saison permet aux Élancourtois d'accéder aux play-offs de fin de saison. On écoute la réaction par téléphone du nouveau président des Templiers, Joël Da Silva. De toute façon, c'était l'objectif qu'on s'était fixé déjà depuis le début de saison. C'était au minima l'accession au play-off pour ensuite jouer la finale de Conférence Nord. Donc on est carrément dans le plan de route qu'on s'était fixé en début de saison. Pour nous, c'est mérité, malgré une saison qui a relevé quelques hauts et certains petits bas qu'on se serait bien passé. C'est une accession au play-off qui est totalement méritée. Ils affronteront en demi-finale de conférence les Corsaires d'Evry pour continuer à croire à une montée en fin de saison. La question sur ce thème, les Templiers peuvent-ils déjà être satisfaits de leur saison à ce niveau-là de la compétition? Oui. Ah, un petit nom pour Georges Gomis. On fait un petit duel entre vous, Hélène et Georges? Allez-y, Hélène, commencez. Vous vouliez être du côté de Georges. Voilà, Georges, allez-y, commencez. Non, après Georges peut... Allez-y, peu importe. Mais... Georges, commencez. Habituellement, mais pas de politesse, allez-y, Georges. La politesse peut être inversée, la courtoisie, c'est pas grave. Donc je vais commencer. Mais moi, je pense qu'ils peuvent être satisfaits de leur première partie. Alors là, ils rentrent dans une autre phase et leurs objectifs premiers, je pense pas que ça soit seulement de participer aux play-offs, ça serait plutôt d'accéder à la division supérieure et être satisfait là aujourd'hui parce qu'on est au play-off. Je pense que c'est un de leurs premiers objectifs, mais leur objectif prioritaire, ça serait peut-être de remonter, quoi.
et pour le club et pour les sponsors et pour le futur. Et je pense que là, on ne peut pas s'avancer en disant ouais, on va monter directement, mais leur objectif caché, je pense que c'est de remonter en première division. Donc Voilà. c'est bien, mais ils peuvent encore mieux faire, si je comprends bien. On peut dire qu'ils n'ont pas fini leur saison. Ils ont fait une première partie de saison qui était très bonne. Voilà, et ils arrivent au point final où ils font les playoffs. Et les playoffs, c'est comme une finale. Si on y va, c'est pour aller au bout. Et je pense que ces gars, là, ils sont aux playoffs, ils vont mordre dans la pomme et essayer de remonter. Donc Hélène, pour vous, c'est satisfaisant, malgré tout. En tout cas, ils atteignent l'objectif qui s'était fixé. C'était sûrement déjà un peu compliqué pour eux. Évidemment qu'on ne doit pas s'arrêter là, s'il y a d'autres choses à avoir derrière. Mais si c'était cet objectif-là qui s'était mis déjà en premier objectif et qu'ils l'ont atteint, c'est déjà une première satisfaction. On ne peut pas dire qu'on n'est pas satisfait d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. Quoi qu'il arrive, ils ont quand même un bilan de 6 victoires, 1 nul et 2 défaites. C'est déjà honorable. Après, voilà, si la saison, on a encore quelques matchs, on verra sur les matchs qui vont suivre s'ils peuvent dépasser ça et on leur souhaite. Je vais donner la parole à Yann. Juste avant de vous donner la parole, Georges Agostino, vous qui êtes le spécialiste. Yann, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Eh bien, comme Hélène, c'est vrai que l'objectif en début de saison, puisque le président nous l'a expliqué, c'était d'accéder aux playoffs. Je pense que le reste ne sera que du plus s'ils arrivent à C'est du l'obtenir. bonus. Voilà, du plus du bonus. Maintenant, voilà, donc la saison, pour moi, elle est déjà satisfaisante pour eux, puisqu'ils ont atteint leur objectif. Le reste, tant mieux. Maintenant, on le sait, on l'a toujours dit ici, une montée, ça se prépare. Une montée, ça se fait pas n'importe comment. Si c'est pour faire le yo-yo, remonter, redescendre, aucun intérêt. Donc il faut être sûr que s'ils montent, ils puissent rester en première division. Ils ont été très très longtemps en première division et la descente était il y a 2 saisons maintenant, c'est ça ? Voilà, il y a 2 ans. C'est certainement déjà le bon moment pour remonter parce qu'il ne faut pas non plus rester trop longtemps en deuxième div, mais voilà, faut que ce soit préparé, anticipé et ne pas brûler les étapes. Donc, s'ils le font, tant mieux, en espérant qu'ils aient déjà prévu la suite. Georges Agostino, Alors, j'ai un scoop. vous avez un scoop. On a bien fait de vous inviter. Voilà, on a reçu un communiqué de la fédération il y a à peine 1 heure, là, comme quoi le championnat élite allait être modifié. Bon, ça fait une dizaine d'années qu'il y avait une élite très très restreinte, donc difficulté à rester en élite parce qu'il n'y avait que 8 clubs en France, 4 au nord, 4 au sud, et une élite très restreinte. Donc là, ils viennent de changer la donne. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on se bataille pour ça. Et là, ça porte ses fruits. On va passer de 8 à 12 clubs. 6 dans le nord, 6 dans le sud. Ce qui fait, avant, on était à 2 matchs de la montée. Il y avait les demi-finales, puisqu'on est qualifié pour les demi-finales nord. Et il y avait que le finaliste nord qui montait directement en première division. Et il y avait le dernier de l'élite nord de première division qui descendait. Là, personne descend de l'élite, et il y en a 2 qui montent. Donc, c'est les 2 demi-finalistes nord et les 2 demi-finalistes sud qui montent. Donc, on va passer l'équipe de 8 à 12. Et là, je vous dis, c'est une bataille d'il y a une bonne dizaine d'années, tous les clubs, parce qu'il y a 8 très bons clubs en France, enfin, on va dire 5-6, c'était trop dur de s'accrocher pour les nouveaux qui montaient, etc. Donc, on va dire, entre guillemets, les plus mauvais restent, et de l'élite, on aura à peu près la moitié des clubs qui seront jouables, on va dire, parce qu'il y a quelques clubs français qui sont difficilement jouables. Donc, les Templiers aujourd'hui sont à un match de monter en élite. Avant, on était à 2 matchs de monter en élite. Donc, il faut que donc c'est une très bonne nouvelle pour les Templiers. Dans une dizaine d'années, Évry. Il faut battre Évry. Il faut battre Évry accéder à la qui sont invaincus en D2, qui sont invaincus. Donc, une très bonne équipe. Donc, Ils sont invaincus, et voilà, comme les Spartiates, Damien notamment. Comme les Spartiates, ouais. Qui étaient dans votre pool ouais, et qui vous ont battu 2 fois également en 2 matchs. C'est ce qu'on avait dit en début de saison. Ce serait l'équipe qui serait à battre à Amiens. Ce serait avec eux ça se jouerait la montée. Donc là, Donc nous, on se battait à Amiens pour être premier de la poule, pour recevoir l'ennemi, etc., enfin, comme dans chaque play-off. Donc là, voilà, la donne a changé il y a à peu près 1 heure, et on est donc à un match, il y a un match primordial, c'est dans, pas ce week-end-là, le week-end d'après. C'est le 20 mai. Ce que je disais avant, c'est le bon moment pour monter du coup. Alors, est-ce que c'est le bon moment ? Il est vrai, quand on est descendu, c'était un effet générationnel. Il y a beaucoup d'anciens qu'on les maintenait, on est en élite, restez. Donc on a intégré énormément de jeunes l'année dernière. Bon, la première année a été compliquée parce qu'on n'a pas atteint les playoffs. Cette année, ça va beaucoup mieux. Est-ce que j'aurais eu des craintes si on était rentré dans l'élite
ancien format à 8, là on aurait été vraiment compliqué. Là, format à 12, ça nous donne un peu plus, on se sent un peu plus léger. Et c'est quelque chose que je pense que tout le club, là, on va prendre possession, enfin, du moins le nouveau président va prendre possession de l'information et quelque chose à faire, quoi. Mais du coup, d'avoir atteint l'objectif là, ça leur donne vraiment le boost pour y arriver, pour tout donner, surtout sur un match. Est-ce que ça ne va pas leur donner trop de pression? Je pense que ça donne Ce match-là va être compliqué. Un match contre le Corsair d'Evry, une équipe invaincue. Oui, mais c'est Chez eux. Chez eux, à l'extérieur. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une première partie de saison réussie. Et pour pour Ivry, c'est la même chose. Ils ont réussi Là, c'est les playoffs, c'est quelque chose d'autre. C'est une deuxième phase qui s'ouvre. Et là, on referme une page et on ouvre une autre. Et donc, c'est sur un match décisif, il va pas falloir se louper. Donc, pression ou pas, il va falloir que les coachs et les joueurs soient au rendez-vous. Et j'espère que la préparation va être bonne et ce jour-là, ils auront tous les ingrédients pour pouvoir faire un gros match et monter. Parce que c'est quand même un club connu, les Templiers. Et moi, je serais content que pour Elancourt, pour les amoureux du football américain dans le département et dans la région, région proche, limitrophe, qui puissent venir regarder les matchs aux Templiers. Voilà. Dernière question sur cette thématique. Est-ce que les Templiers d'Elancourt peuvent se satisfaire de ne pas monter cette année? Yann Dujarrier. Après, il faut voir les règles. Ensuite, est-ce qu'avec la nouvelle première division à 12 clubs, il n'y aura qu'une seule descente ou il y aura deux descentes? Il y aura qu'une descente et une montée. Il y aura qu'une descente et une montée. Donc ça veut dire que c'est l'opportunité cette année. Parce que c'est qui tout double. C'est pas qui tout double, c'est juste que l'année c'est prochaine, ce sera un facilitant. peu plus compliqué pour monter parce qu'il n'y aura plus qu'une place. Alors que là, il y a 2 places. Ils pourront jouer la finale beaucoup plus relâchée. Ce sera pas. On peut pas dire qu'elle sert à rien parce que c'est toujours intéressant d'être champion de Ligue 2 et de mettre une ligne au palmarès. Oui, tout à fait, oui. Mais là, c'est vrai qu'il y a une véritable opportunité. Ce serait dommage de pas la saisir. Hélène, vous êtes d'accord avec Yann? Ouais, moi je suis d'accord parce que du coup, Yann a bien expliqué les choses. C'est l'ouverture à 2 places, ça se produit qu'une fois, c'est maintenant. Après, s'ils ne montent pas cette année, on attend fermement qu'ils montent l'année prochaine parce qu'ils vont se faire de l'expérience là. Mais c'est maintenant que le créneau, la place se fait, la porte. En plus, c'est quelque chose qu'on ne savait même pas en début de saison. On l'apprend juste avant. Donc non, c'est le moment idéal, quoi. C'est une opportunité phénoménale. D'où le fait de ne pas reporter les choses. Donc là, c'est une opportunité, mais bon, tu n'arrêtes pas de jouer le jeu à fond. Tu aurais été 3e, là, tu peux pas monter. Donc, quand une occasion, les saisons, elles se suivent, elles ne se ressemblent pas. Donc à partir du moment où vous êtes là, en plus, comme le président l'a signifié tout à l'heure, ils ont une équipe rajeunie. Donc c'est encore l'opportunité. Si jamais ils saisissent cette opportunité-là, derrière, ils ont de quoi faire. Surtout que la relève elle est là. Ouais, je finis là-dessus. C'est que nos U19 sont, eux, en demi-finale du championnat de France, au niveau national. Ils jouent ce week-end. Donc il y a de la relève. Il y a de la relève. La relève, elle est là. Voilà. Il y a combien de pourcents de chance pour voir les Templiers en D1 la saison prochaine, selon vous, Georges Agostino? Je vous dirai ça après le prochain match. C'est 50-50. 50-50. Ouais. Après le football américain, on poursuit ceci, on parlait sport par du handball. Plaisir n'y arrive plus en National 3, dominer une grande partie du match. Les Plaisirois ont concédé leur 3e défaite en 4 matchs de championnat contre l'Entente Plécéenne à domicile ce dimanche 13 mai. Le score est sévère, 33-24. On écoute les réactions à la sortie du match. Que c'est ce genre de match, voilà, faut vraiment être à 200% si on veut le remporter. Et, voilà, un moindre relâchement et on prend 3-4 buts d'écart et un deuxième relâchement et voilà, on termine à -9. Mais bon, Plécéenne mérite amplement cette victoire. Je savais que c'était une bonne équipe, qui a un fond de jeu cohérent. Donc voilà, je m'attendais à un match difficile, mais après on ne s'attend jamais à perdre. Deuxième, une grande partie de la saison. Les Plaisirois se retrouvent désormais 4e de National 3 derrière Marolles et leur adversaire du jour, l'Entente Plécéenne. Plaisir est tout de même en embuscade à un petit point de ces 2 équipes. La question sur ce thème, l'équipe de Plaisir est-elle en train de gâcher sa saison? Oui ou non? Je vous rappelle qu'ils sont promus quand même dans cette division. Oui. On fait un petit duel entre vous, Georges et Yann. Alors Yann, vous commencez. Alors, comme voilà, ils sont promus, mais ils avaient fait un très très beau début de saison. Ils n'ont pas été épargnés par les blessures.
Donc c'est vrai que ça joue un peu, ça joue certainement sur le collectif et ça joue sur le groupe. Donc c'est dommage parce que c'est le sprint, c'est bien d'être régulier sur la saison et de marquer les points, mais ça joue souvent sur les derniers matchs et là ils sont en train de rater le coche. Maintenant, voilà, oui, ils sont promus, ils vont prendre de l'expérience et la double montée sur 2 années, ça c'est quand même très très dangereux. Donc c'est peut-être un mal pour un bien pour la suite de du club et pour la suite de leur équipe. Ils sont capables, ils ont eu les opportunités, ils les ont saisies certainement à certains moments. Là, ils ont une mauvaise. Donc ils gâchent pas forcément leur saison. Non, parce que là ils vont quand même terminer dans le haut du tableau de la National 3. C'est déjà très bien pour une équipe promue. Moi, je dis qu'ils ne gâchent pas leur saison aussi. Donc, donc vous êtes d'accord. Georges Agostino. Duel contre Georges Agostino. Il y a les deux Georges en plateau. C'est pour ça, ça doit pas être à confusion. Georges Agostino. Effectivement, j'ai mis vert parce que c'est une élection de saison malgré tout. Quand on monte, le temps de faire connaissance de ce championnat qui est... Non, moi je trouve que c'est une bonne saison, même si ça craque un peu sur la fin, même si c'est pas terminé. Pour moi, ça reste très positif pour eux. Et la double montée, c'est vrai, dans n'importe quel sport, c'est toujours très dangereux parce qu'on se croit arriver et puis ça tombe vite. Là, ils ont fait une bonne saison, ils vont finir 4e au pire, je pense. 4e, ils peuvent finir 2e encore. Ils peuvent finir 2e, donc c'est tout à fait convenable pour une première saison en D3. Ouais, il leur reste 3 matchs justement contre Saint-Sébastien, le 7e du championnat, Chaville et R5-Coupigny, les 2 derniers. Ouais. Donc c'est jouable. Et puis je ne sais pas si leur objectif était de ne pas descendre, au moins celui-là est complètement atteint. L'objectif c'était de se maintenir. Voilà. Donc c'est complètement atteint. Très belle saison. Mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas concrétiser, mais dû à des blessures, dû à des éléments qui sont... Ils ont marqué mais leur après, territoire. Georges, quand on voit finalement la physionomie du championnat, est-ce qu'il n'y a pas un petit regret de se dire finalement on aurait pu finir 1er ou 2e? Le 4 mars dernier notamment, ils avaient remporté une victoire super importante contre Saint-Paulois, qui était leader. Donc ils auraient pu finir 1er finalement. Oui, de toute façon, ils avaient les capacités en tout cas. Quand on est promu et qu'on joue le haut du tableau, déjà c'est qu'on a de la qualité. Hein. Et puis étant donné qu'ils ont des blessés et que derrière ils sont qu'à quelques points du premier, avec un calendrier que je dirais favorable, puisqu'ils rencontrent des mal classés. Bon, après, dans leur prévision, la montée financièrement, est-ce qu'ils vont pouvoir l'assumer? Je ne sais pas, mais ce qui est important, c'est qu'ils peuvent jouer encore les premiers rôles et terminer dans le haut du tableau, dans les 2 premiers, éventuellement 2e au pire des cas, 3e au pire des cas, pardon. Là, je pense que il faut qu'ils jouent leur chance justement sans pression. Il faut qu'ils jouent leur dernier match avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de ferveur, et puis essayer de doubler tout le monde sur la ligne droite, quoi. Et les blessés ou pas, je pense que s'ils jouent sans pression, justement, ils jouent sans pression. Ils doivent jouer sans pression. S'ils jouent sans pression et qu'ils y croient, ils y vont à fond. Si la chance leur sourit, ils passeront devant tout le monde et je serai content pour eux. Justement, les blessés, on va y venir tout de suite. On écoute les réactions par rapport au nombre de blessés importants dans l'effectif en ce moment. On écoute la réaction. Mais c'est sûr que cette année, on a un effectif qui fait que si on perd 1 ou 2 joueurs sur des postes clés, voilà, on a un déficit sur le point de vue défensif. Les dispositifs qu'on aligne ne sont pas les dispositifs qu'on aligne habituellement, ne sont pas les joueurs qu'on aligne habituellement. Donc forcément, on essaye de trouver des solutions là où finalement, il n'y en a peut-être pas. Et voilà, mais bon, c'est juste parce qu'on essaye de rester compétiteur jusqu'au bout et de se battre avec nos armes, quoi. Yann Dujarrier, finalement, c'est logique, on peut le dire, cette fin de saison. Là, comme ils viennent juste de nous l'expliquer, avec des blessures au poste clé, ça veut dire qu'ils sont obligés d'aller chercher dans les remplaçants les plus titularisés. Et donc, on descend d'un niveau de jeu, on descend un poil le niveau de jeu du groupe. Et donc, les remplaçants qui remplacent les remplaçants qui sont devenus titulaires, ce sont des garçons qui sont certainement dans des divisions inférieures et à qui on donne de l'expérience. Donc voilà.
Par contre, ils vont certainement se servir de ça pour avoir une expérience qui va grossir et faire mûrir un groupe qui peut donner de bonnes surprises préparer la saison prochaine. Et préparer la saison prochaine. Pour Voilà. les blessés de cette saison ont le temps de se remettre d'ici la saison prochaine. Donc on va assister à finalement une montée d'expérience. Et puis finalement, les expérimentés vont revenir. On peut les attendre l'année prochaine. On peut les attendre l'année prochaine. Il n'y a pas les blessures. Ça serait, Et les pertes aussi. Moi, je dirais juste que les blessures dans un sport collectif, ça fait partie du trio de choses qu'on doit anticiper. On sait qu'automatiquement, il y aura des blessures. Et il faut prendre tout ça en considération. Trop restreint, selon vous ? Ça se peut. Malheureusement, je ne connais pas effectivement l'effectif, mais voilà. Et ils viennent de monter déjà. Il faut le temps de s'adapter, ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que ça donne peut-être encore plus envie de l'aimer finalement, cette équipe, par rapport à son parcours, quand on voit le nombre de blessés, la saison un petit peu héroïque qu'ils sont en train de faire? Oui, surtout ils ont montré ce qu'ils pouvaient faire. Finir deuxième déjà, en mieux, ils finissaient deuxième, c'est déjà, c'est déjà pour les supporters qu'ils doivent avoir, bien sûr, c'est un heureux événement déjà de monter de 4e division comme ça, être promu et être tout là-haut, oui, effectivement, c'est un très beau parcours. Après cette large page à résultats, nous allons passer à la seconde partie de l'émission. On ouvre notre coup de projecteur. Du golf dans notre coup de projecteur, belle surprise pour le HNA Open de France. C'est officiel, le nouveau numéro 1 mondial et très médiatique Justin Thomas sera au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines du 28 juin au 1er juillet pour participer au Rolex Series. Celui que l'on surnomme GT est un poids lourd du circuit américain. Le sportif a notamment remporté 7 titres depuis octobre 2016. Il a également été l'un des piliers de l'équipe américaine vainqueur de la Ryder Cup en 2016. On écoute sa réaction au micro de l'European Tour. Je me réjouis d'avoir la chance de participer à un tournoi de l'European Tour. Je n'ai plus eu l'occasion de le faire depuis mes débuts en tant que professionnel lorsque j'ai participé au Dunhill Links Championship. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre puisque je n'ai jamais joué ici. Ce sera mon premier Rolex Série. Je sais qu'ils sont relativement nouveaux sur le circuit européen. Ce sera très sympa d'y participer. Une venue bénéfique pour le rendez-vous français qui fêtera cette année sa 102e édition, d'après le président de la Fédération française de golf, Jean-Loup Charon. Le numéro 1 mondial présent à l'Open de France donne encore plus de crédibilité, si besoin était, à l'épreuve. Justin Thomas et ses amis pourraient donc être présents et donner un éclat tout particulier pour cette édition 2018. Et vous pensez qu'il est venu en vue de la Ryder Cup qui se déroulera justement sur le parcours d'Albatros, ici à Saint-Quentin-en-Yvelines? Alors, Justin Thomas sera fort à faire pour ce rendez-vous. Il devra s'employer face au vainqueur de l'an passé, Tommy Fleetwood, et l'Espagnol Jon Rahm, numéro 4 mondial. Les deux joueurs ont confirmé leur présence. La question sur ce thème, l'Open de France est-il déjà une réussite vu le casting? Oui. On est unanime. Vous êtes tous unanimes sur la question. Jean-Jacques Agostino. Non, t'as pas de mon doigt là. On questionnera Hélène juste après. C'est Hélène la spécialiste. Alors oui. D'après le vert plateau, tout de suite pour vous. Voilà, d'après le plateau, effectivement, avoir le numéro 1 mondial sur son plateau, ça y est, c'est comme c'est écrit quelque part, ils attendent 30% de plus de public. Donc effectivement, le numéro 1 égale succès, égale visibilité, égale... voilà, oui, donc ça risque d'être un succès. Georges Gomis, l'autre Georges. Oui. Donc quand on a les meilleurs sur un plateau, c'est toujours déjà c'est un gage de réussite puisque le plateau réunir tout le monde. Dans un événement, c'est déjà compliqué avec les blessures, avec tout ce qui se passe. Là, pouvoir réunir tout le monde ici avant la Ryder Cup. Même pour prendre les repères au niveau du golf et pouvoir s'imprégner du parcours des hôtels et tout ce qui s'ensuit. Je pense que oui, c'est une réussite. Pour moi, c'est extraordinaire même de pouvoir... Alors moi, peut-être, je vais peut-être prendre ma place. Voilà, j'irai là cette année voir. En 2016, en tout cas, Rory McIlroy, l'Irlandais, était venu sur l'Open de France. Le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines avait vu sa fréquentation booster de 30%, juste pour un joueur. Et ce n'était pas le numéro 1 mondial, il était numéro 3 à l'époque. Donc Yann, finalement, en termes de billetterie en tout cas...
Je pense qu'on pourrait demander à un organisateur comme Roland Garros, même s'ils n'ont pas besoin. Mais le jour où Rafael Nadal dit qu'il ne vient pas à Roland Garros, les billets pour la finale seront un petit peu plus longs ça mettra un peu plus de temps pour pouvoir les vendre. Parce qu'on sait très bien que quand on va à la finale de Roland Garros, on a 80% de chance de voir Nadal, même 95% de chance de voir Nadal jouer. Là, on sait qu'ils sont là, c'est les numéros 1 mondiaux. Ce n'est qu'un tournoi européen de valeur européenne, donc ça veut dire que là l'effet Ryder Cup joue son effet. Effet Ryder Cup et également 7 millions de dollars aussi à la clé pour une victoire. L'effet Ryder Cup. On va rester on va pas parler d'argent dans le golf, c'est pas pas du tout le sujet. En tout cas, ça en fait l'un des tournois les plus rémunérateurs du circuit européen. Du circuit européen, bien sûr. Mais l'argent n'est pas un atout dans le golf. C'est pas pour ça qu'on joue au golf, bien sûr. Mais donc l'effet Ryder Cup a son importance puisque, comme disait Georges, les gars viennent pour prendre leur repère pour la Ryder Cup qui sera l'événement numéro 1 pour eux cette année, quoi, parce que gagner la Ryder Cup c'est à marquer dans une carrière comme si on gagnait un grand chelem à un autre moment dans la saison, quoi. Donc c'est normal qu'il soit là et c'est super pour les spectateurs. C'est comme il disait par rapport au tennis. Nous là on a les têtes de série, quoi, les meilleurs qui se déplacent. Et là le meilleur en ce moment c'est Justin Thomas depuis la semaine dernière. Voilà le numéro 1 qui est pas très âgé, qui était en devenir déjà, il a tiré du monde. Là aujourd'hui, il est le premier, et je pense que il va encore. Ça pourrait attirer les sponsors selon vous, Georges Gomis? Encore plus de sponsors. Il y a des sponsors, mais après c'est comme on dit, c'est le personnage. Moi je le connais pas. Enfin je m'intéresse pas suffisamment au golf pour connaître sa personnalité. Maintenant si c'est un joueur type régulier qui n'a pas de panache, qui prend pas de risque, c'est sûr que les sponsors, ce qu'ils aiment, c'est type Tiger Woods. Tiger Woods qui ne sera pas présent à l'Open de France. Voilà, donc il y a des. Il a annoncé. Voilà, après, il aura sa personnalité, il aura peut-être aussi des annonceurs qui vont miser sur sa personnalité. Et je pense que pour les annonceurs, ce qui les intéresse, c'est la personnalité du joueur. Même qu'il soit talentueux ou pas, s'il a une bonne personnalité, il mise dessus. Alors s'il a encore plus, il a une super personnalité et du charisme et du talent, tout le monde va donner. Yann Dujarrier. Moi, par contre, je vois bien que les organisateurs, ils ont un gros coup à jouer sur cet événement, parce que l'enchaînement d'avoir un numéro 1 mondial qui vient sur l'organisation de l'Européenne 3 mois avant la Ryder Cup. Voilà, la Ryder Cup derrière. Si l'organisation pour les joueurs se passe bien et que le tournoi se passe bien sur les 3 jours, ça pourrait être une belle promotion. Eh bien, les gars voudront certainement revenir par la suite. Et là, il y a quelque chose à ne pas rater et à anticiper sur les années qui viennent, parce que là, justement, financièrement, ils peuvent continuer et surfer sur une vague positive. Voilà. Et tout ça, c'est de l'anticipation pour pas se rater et ne pas rater cette année qui est vraiment importante pour eux. Il y a un combo de bonnes informations. Voilà. Les planètes sont bien alignées pour eux là. Ouais. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est qu'ils n'ont pas annoncé encore tout le plateau. Est-ce que vous pensez que la venue de Justin Thomas peut inciter ses copains comme Jordan Spieth, les stars américaines à venir? Mais je pense qu'à partir du moment où on a les meilleurs, les meilleurs annoncés, les autres vont commencer un peu à regarder, vont se dire finalement, ceux qui ne sont pas décidés vont peut-être finalement se décider. Je ne sais pas après comment se passe la sélection, mais c'est aussi l'occasion de se mesurer, l'occasion d'aller tâter le terrain comme on en a parlé. Oui, ça peut décider. Alors on parle beaucoup des Américains sur ce plateau depuis tout à l'heure, mais il y aura également les meilleurs Français. Michael Lorenzo Vera, 3e l'année dernière, sera de retour sur l'Albatros. Grégory Bourdi, quadruple vainqueur sur le circuit européen, sera également de la partie. Romain Vatel, Raphaël Jacquelin et Grégory Avray ont également confirmé leur venue. Mais celui qui va susciter beaucoup d'espoir pour une victoire finale le dimanche, ce sera Alexander Lévy. Le numéro 1 français sera bien sur les greens saint-quentinois en juin prochain. C'est positif aussi de voir des Français de haut niveau venir s'inscrire sur ce projet en Ile-de-France. Oui, bien sûr. Comme on le disait, on sera à 3 mois de la Ryder Cup. Pour l'instant, j'ai ouï dire qu'il n'y aura aucun Français dans cette équipe européenne. Donc c'est une des dernières occasions de se montrer et d'éventuellement gagner une des places si c'est encore possible.
Alors, le mieux placé, c'est Alexander Lévy, qui pourrait être dans l'équipe. Lui, aujourd'hui, sur ce week-end-là, il va avoir une grosse pression. Il a remporté notamment un tournoi au Maroc. S'il fait une très bonne... Il fait partie des petits papiers de Thomas Bjorn. S'il fait une très bonne prestation sur le parcours, ça peut lui ouvrir la porte pour la Ryder Cup. Donc là, il ne faut pas qu'il se rate. Maintenant, après, il restera 3 mois à travailler derrière. Ou parce que c'est bien de gagner une sélection quand on est un peu border, mais derrière, il faut assurer le jour J, quoi. Ça permettra de voir aussi Thomas Bjorn, Alexander Lévy sur le parcours, sur le parcours de l'Albatros, parcours forcément qui est piégeux, on peut le dire. Alors seul bémol par contre, il manquera 2 figures marketing importantes pour ce rendez-vous. On le disait tout à l'heure, il n'y aura pas Tiger Woods et il n'y aura pas également le Français Victor Dubuisson. 2 figures finalement marketing, Victor Dubuisson plutôt pour la France, plutôt qu'à l'international. Georges Gomis, ça peut jouer aussi sur cet Open de France ? Ou ça compense finalement la venue de Justin Thomas ? Je pense que la venue des meilleurs, déjà, c'est on voit Victor Dubuisson, justement. Voilà, ce qui prime. Victor Dubuisson étant français, oui, en plus, ça aurait été, oui, plutôt Victor Buisson, je pense. Il aurait apporté du monde si par sa personnalité. Tiger Woods, il est sur la fin. Non, on va dire que Tiger Woods est sur la fin, c'est pas possible. Ah bon, il est sur le début. Il est de retour. Il recommence alors. Il revient. Et il va réserver une très belle surprise. Oui, mais il sera moins régulier quand même. Et il pourrait être sur la prochaine Ryder Cup. Il pourrait. En tout cas, il sera vice-capitaine quoi qu'il arrive. Mais de toute façon, les absents, ça c'est des gens spectaculaires et les absents, c'est de pas être à la fête, c'est dommage. Dans le golf, ça enlève un peu de spectacle. Rapidement, Yann. Il y a quand même une importance dans le golf, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul tournoi qui est organisé en même temps. Donc, aller prendre du positif en gagnant un autre tournoi parce que le numéro 1 mondial n'est pas là, ça peut aussi avoir son importance pour le psychologique du joueur. Donc, si Tiger gagne un tournoi ou fait une bonne prestation sur un tournoi annexe aux États-Unis ou ailleurs, c'est pas non plus négatif. Et puis, de toute façon, il y a d'autres joueurs qui jouent aussi ailleurs. On peut pas non plus être en forme toute une saison et il faut sectoriser ses objectifs. On continue maintenant à parler de golf dans notre focus du jour. L'Open de France de golf qui se déroulera sur le même parcours que la Ryder Cup 2018, on le disait précédemment. On commence d'ailleurs à y voir un peu plus clair sur l'encadrement de l'équipe européenne à moins de quelques mois de l'événement. Alors qu'on pensait voir un vice-capitaine français sur les greens du golf national de Saint-Quentin-Yvelines en septembre prochain, le Danois Thomas Bjorn va finalement nommer 2 tricolores comme assistants. Leurs noms, Raphaël Jacquelin et Grégory Havret, 2 quarantenaires du circuit européen qui disputent chaque année, on l'a dit précédemment également, l'Open de France de golf, mais qui n'ont aucune expérience en Ryder Cup. Sur les greens, les 2 Français auront notamment pour mission de faire le lien entre les membres du staff, le public et la presse. Ils pourraient également accompagner des joueurs sur le parcours. La question sur ce thème, avez-vous le sentiment que cette nomination de la part de la Team Europe est un lot de consolation ? Oui ou non ? Ouais, ça fait un peu ça, mais... Non. On fait un petit duel entre les 2 Georges ? Encore. Le retour, allez-y. Non, mais c'est sûr que ça se passe en France et on pourrait le penser, mais il faut pas non plus jeter aux chiens ce qu'ils ont réalisé. Ces gens-là, c'est des professionnels, ils ont quand même de la valeur. Et ils sont sur le circuit européen depuis une vingtaine d'années. Oui, donc ils ont quand même du crédit et je pense pas qu'on puisse nommer des gens comme ça parce que les choses se passent dans leur pays. Je pense que au-delà de ça, c'est des professionnels. Ils ont une longévité dans le golf et si on prend des gens, c'est parce qu'on croit en eux et on va pas participer à la Ryder Cup pour y participer. On y va parce qu'on y croit, parce qu'on a des objectifs et on sélectionne les meilleurs. C'est pas un cadeau pour vous. Non, c'est pas un cadeau. Non, en sport, il n'y a pas de cadeau. On va toujours chercher. On a toujours ce qu'on mérite. Et il y a des gens qui, ils seraient pas là. Il y en a certains qui diraient mais c'est dommage parce que c'est des gens compétents et là ils sont là. Ils sont français, certes, mais ils sont là. Donc on respecte leur travail, leur CV, leur parcours. Et c'est pas des fois on n'a pas de grandes références, peut-être professionnelles sur des victoires.
pesante, mais ça n'empêche qu'on peut être une personne de qualité dans le domaine dans lequel on travaille. José Mourinho, avant d'être José Mourinho, il était en 3e division. Hein. Pas de consolation pour Georges Gomis. Pour vous, oui, par contre, Georges Gomis. Pour moi, oui, même si on ne parle pas tout à fait de sport, parce qu'on est dans les coulisses du sport. En gros, ça sera des attachés de presse. Plus ou moins. Plus ou moins pour la presse française, le public français, entre guillemets. Ils auront pour objectif de motiver notamment le public, avant des le locaux, coût des joueurs. Des locaux, des gars assez connus, je pense, pour les gens qui suivent ce sport. Oui, c'était la moindre des choses. Et ça sera encore vraiment le gros lot de consolation, parce que s'il y a que ces deux-là qui sont dans le staff de cette Ryder Cup, voilà. De toute façon, si on ne mérite pas sa place à la Ryder Cup, il n'y a pas de raison de prendre un Français, parce que juste ça se passe en France. Non, ça d'accord. Si on prend un joueur parce que c'est le meilleur. Il y a peut-être une pression médiatique aussi de la part des Français, peut-être pour avoir des membres dans l'encadrement. Alors par contre, dans l'encadrement, moi je pense qu'ils peuvent quand même apporter, parce que ils peuvent apporter, puisque ce golf national, ils connaissent le terrain très très bien. Maintenant, c'est une équipe européenne. Je pense que si ça avait été des joueurs français qui étaient sur le circuit américain pendant plusieurs années, et que la Ryder Cup se déroulait en France, là il y aurait un intérêt, puisque des joueurs européens viennent sur le territoire américain. Là, c'est les joueurs européens. Beaucoup connaissent déjà le golf national. Donc, on n'a pas il n'y a pas grand chose à leur donner en information quand on est un local sur le terrain. Donc là, voilà, ils vont essayer d'organiser l'ambiance autour des joueurs pour faire monter la sauce, parce qu'on sait que c'est important dans la Ryder Cup. Le public a son rôle à jouer. Mais Hélène, il devait y avoir normalement un vice-capitaine dans cette équipe européenne. On en avait parlé. Il y avait notamment les rumeurs Victor Dubuisson, Jean Van Velde, Thomas Levé, qui ont tous les trois connu la Ryder Cup. Ouais. Finalement, on aurait peut-être pu les prendre dans l'encadrement plutôt que Raphaël Jacquelin et Grégory Avray, qui sont des bons golfeurs, qui ont gagné quelques titres, et qui n'ont pas été en Ryder Cup. Eux, ils n'ont pas d'expérience de Ryder Cup. Oui, alors après, peut-être que les personnes n'étaient pas complètement disponibles, ou je ne sais pas sur quoi exactement. Il y a forcément plusieurs critères, voilà, pour faire le choix de prendre plutôt un tel qu'un tel. Et c'est vrai qu'on aurait pu attendre des joueurs un peu plus connus. Après, sur quoi ça s'est décidé, on n'a pas toutes les infos. Il y a la partie individuelle, et puis il y a une partie. Est-ce que c'est les personnes qui ont plus de qualité individuelle dans la gestion d'une Ryder Cup où c'est une notion d'équipe? Est-ce que ces personnes-là sont efficaces par rapport à une vie de groupe, à un partage en groupe, à une compétition en groupe? Tout le monde a c'est pas dit. Il y a certaines personnes individuelles. Si c'est individuel, oui, ils sont là, ils arrivent à s'impliquer parce qu'ils ont une personnalité. Et quand c'est en groupe, ils ont tellement de personnalité que ça peut nuire aux autres. On aura la réponse en tout cas dans les prochains mois, du 28 au 30 septembre sur les greens du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. On continue notre focus du jour par du cyclisme sur piste, Yann Dujarrier. La pépite tricolore Mathilde Gros, tout juste 18 ans, ne s'entraîne pas ces dernières semaines au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. La raison, elle est partie depuis quelques semaines au Japon. On voit d'ailleurs les images à l'écran. Son objectif, s'améliorer sur l'épreuve du keirin avec des professeurs spécialisés dans cette discipline. Elle reviendra dans quelques mois. Petite information, c'est son choix et elle est partie seule. La question sur ce thème, fait-elle le bon choix? Oui, moi je dis oui, vous êtes unanime sur la question. Yann? Oui, Mathilde. Vous qui connaissez bien Mathilde. Mathilde, aujourd'hui, elle n'a pas à faire ses preuves à titre individuel. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle a des capacités hors normes, qu'elle est capable de beaucoup de choses. Aujourd'hui, Mathilde, ce qu'elle a besoin, elle a besoin de courir, elle a besoin de prendre de l'expérience. Et en allant au Japon, elle a complètement raison. Surtout que le keirin doit correspondre en plus à ses qualités d'explosivité et de sprint long. Donc ça colle vraiment. Et je pense qu'elle a bien fait d'y aller. On a vu dans les années précédentes ce que ça pouvait donner avec François Pervy, qui allait aussi de sa propre initiative. Il partait seul au Japon en pèlerinage pendant près
près de 3 mois. Et ça lui a permis de devenir 2 fois champion du monde de keirin. Voilà, tout à fait. Donc Mathilde, aujourd'hui, elle va prendre énormément d'expérience. Là, on l'a vu, elle n'a pas appris à faire du vélo, elle a appris à monter un vélo, parce qu'il faut savoir qu'il y a une très grosse... pour pouvoir être cycliste de keirin au Japon, il faut savoir monter son vélo d'une certaine manière, il faut poser la main à un endroit bien précis, etc. Oui, non, c'est très, très, très réglementé. Ils ont d'abord des cours en école qui sont accélérés par rapport à un japonais, mais donc ils ont énormément de choses à apprendre. Et pour une fille qui il y a 3 ans ne faisait pas de cyclisme sur piste, c'est un beau défi de rentrer dans cette école du keirin. Elle faisait du basket avant. Voilà, c'est une basketteuse qui a été détectée sur un test à l'effort, et on a vu qu'elle avait des capacités hors normes. Ils lui ont fait changer de vélo pour être sûr que ce soit pas le vélo qui avait un bug. Et ça s'est vérifié. Elle ne faisait pas de vélo. Elle est arrivée à l'INSEP. On lui a dit voilà, tu pourrais peut-être partir sur un projet pour aller représenter la France sur les Olympiades, et aujourd'hui, en très peu de temps, elle est devenue championne du monde junior. Elle est devenue championne du monde junior. Elle a eu un pépin cette année chez les seniors. Elle s'est pété la clavicule sur une Coupe du Monde. Donc voilà, elle est en plein apprentissage de la discipline, et aujourd'hui, je pense qu'elle a fait le bon choix. Hélène, elle a 18 ans, elle est partie au Japon seule. Et on s'interrogeait. Ouais. On connaît l'enseignement des Japonais sur le keirin, ils sont très très durs. Est-ce que ça peut pas la dégoûter justement du cyclisme quand on sait qu'elle ne fait du cyclisme que depuis 3 ans, comme le disait Yann justement? Mais justement, on s'interrogeait sur son âge dans les dernières émissions. On avait peur qu'elle manque un peu de maturité et qu'elle n'ait pas vécu assez de choses. Là, je pense qu'elle y va de sa propre initiative, sur quelque chose pour lequel elle a une passion. Elle va acquérir et de l'expérience et surtout de la maturité. Je pense qu'elle va en plus s'endurcir et s'enrichir, et elle va revenir, elle aura tout gagné. Et puis on parle pas non plus d'une... Mais c'est dur quand même, ce qu'elle fait. Oui, je me doute bien, mais on parle aussi de quelque chose d'assez court. Elle y va pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle y va pendant plusieurs mois. Elle prend ce qu'elle a à apprendre là-bas, elle prend ses enseignements et elle revient. Pour moi, elle a tout gagné. A tout gagné, Georges Agostino, pour vous? Justement, c'est la question que je me posais. Elle va s'enrichir d'expérience, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle ne va pas s'enrichir de quelques... Ça paye aussi le keirin, puisque c'est comparé aux courses hippiques, etc. Il y a des paris dessus. Les coureurs, les pistards du moins, je pense qu'ils doivent être rémunérés, avoir des primes. Est-ce que c'est pas un... Je pense pas que Mathilde y aille pour l'argent. Non, il ne va pas pour l'argent. Il va surtout pour s'entraîner, pour s'améliorer. Oui, bien sûr. Mais bon, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Oui, aujourd'hui, Mathilde... Comme les golfeurs, tout à l'heure. Oui, voilà. Mathilde, aujourd'hui, je trouve que c'est une gamine intelligente qui sait se servir des réseaux sociaux, qui communique, et donc elle n'a pas de problème pour trouver des partenaires. Ouais. Des partenaires individuels, donc ça c'est une première chose, et vraiment je pense que dans l'encadrement et dans l'encadrement proche et dans la structure familiale, il y a vraiment des gens qui la conseillent bien. Après c'est peut-être des conseils au niveau de l'équipe de France, mais c'est vrai que je pense que là c'est une gamine qui a vraiment la tête sur les épaules et qui est bien encadrée, bien accompagnée, donc si elle le fait, c'est que ça a été vraiment réfléchi en amont, et ça se passera bien pour elle. Georges Gomis, vous êtes aussi confiant que notre ami Yann Dujarier sur la question? Oui, lui qui connaît bien le cyclisme, et qui connaît connaît le dossier, mais bon, je pense déjà aller se confronter aux autres, déjà c'est une bonne décision, et bon, ça prouve que dans sa tête elle est bien, elle sait ce qu'elle veut. Maintenant, sur le plan culturel, bon, c'est un changement. Elle va prendre ce qui est bon, elle peut prendre ce qui est bon pour elle, ce qui correspond à sa personnalité. Et dans d'autres sports, il y en a qui se sont cramés à aller à l'étranger. Oui, bien sûr que c'est pas notamment dans le monde du football. Oui, mais c'est pas quelque chose de... C'est une discipline individuelle. Donc là, on parle d'une personne qui a un projet, qui va dans un autre pays, où l'enseignement est différent. Même dans d'autres disciplines, à l'époque, les gens le faisaient dans les sports de combat. Là, elle a décidé, c'est le keirin, ça l'intéresse, et qu'elle veut progresser dans ce domaine-là très rapidement. Elle se dit, en allant là-bas, je vais faire... C'est un stage. C'est un stage. Il dure une période. Et c'est précis. Elle y va pour prendre ce qu'elle a à prendre et revenir et s'enrichir.
Et si elle doit y retourner, elle va y retourner. Maintenant, elle va pouvoir s'évaluer, arriver ici, travailler avec son staff et avec son encadrement. Et puis, bon, moi, je pense que, de toute façon, aucune expérience, même les joueurs, les personnes qui vont à l'étranger, qui se crament, soi-disant, ils se crament. Mais le gros problème, c'est que parce qu'ils sont partis à l'étranger, et ils reviennent, on se dit, non, on les crame aussi ici. On les aide pas. Et justement, on voit dans un autre sport qui est le mien, le football, on voit, voilà. Donc je pourrais en Très parler. rapidement. Il faut savoir que Mathilde est au Japon en ce moment. On est aussi sur une période où les pistards font beaucoup de foncier. On n'est pas sur un travail ultra spécifique puisque les prochaines échéances qui sont championnat de France où Mathilde domine largement, pour elle, il n'y a pas de problème. C'est plus à partir du moment du championnat d'Europe qui auront lieu en novembre, je crois. Octobre en général. Octobre-novembre, voilà. Donc on est quand même très loin de ces échéances et le travail qu'elle fait en ce moment là-bas n'est pas du tout antinomique par rapport à la suite de la saison. Je suis obligé de vous couper. C'est la dernière fois, monsieur Michael. En tout cas, on lui souhaite bon courage à cette Mathilde Gros. On passe maintenant à notre rubrique débat. Dans cette page débat, nous allons parler de sorcellerie. Je sais, le sujet vous fait déjà sourire. Georges Agostino, il y a quelques semaines, Nina, la seule sorcière reconnue officiellement en Île-de-France, est venue présenter sa discipline à l'UGC de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre d'une conférence au programme Spiritisme et recettes magiques. Nous en avons profité pour lui demander si elle conseillait des sportifs. Eh bien oui, elle travaille avec des athlètes de la région. Elle nous explique comment la magie blanche peut fonctionner sur les sportifs. Écoutez. C'est déjà utilisé dans le sport. C'est déjà utilisé Moi, j'ai des sportifs qui font appel à moi pour améliorer leurs conditions physiques ou voire même pour essayer de faire en sorte qu'on intervienne sur la réalité pour gagner. Nous, on fait appel à des entités, à des choses qui font partie d'autres mondes et on leur donne quelque chose, ils nous donnent en retour ce qu'on veut. Après, il faut être initié pour pouvoir arriver à toucher ce monde-là. Et puis eux, après, ils nous exaucent, entre guillemets. Elle n'a évidemment pas voulu nous révéler les noms des sportifs avec lesquels elle travaille. La question sur ce thème, la sorcellerie peut-elle vraiment aider les sportifs? Oui ou non? Oui, pour Yann Dujarrier. On fait un petit duel entre vous, Georges et Yann. Georges Agostino, vous commencez. Aïe, aïe, aïe. Non. Fallait dire oui. Non. Non, non. Même si j'espère qu'elle n'a pas été conseillée à Ten Ben Arfa dans sa carrière au PSG. J'espère pas que c'est lui qui va sortir. Ça ne m'étonnerait pas parce qu'on sort plein de trucs sur le pauvre. Enfin bref, non, c'est deux mondes, on va dire, parallèles. Si la sorcellerie a quelque chose à voir dans le sport, waouh. Ça fait... J'ai pas d'argument à proprement parler. Attends, il y a plein de choses qui ont à voir dans la performance, la médecine, l'entraînement, enfin bref. Que la sorcellerie, non, c'est pas parce qu'on va piquer une poupée, parce que je vois la sorcellerie comme ça, qu'on va être champion du monde, ou gagner un match, ou le perdre. Je sais que ça existe beaucoup en Afrique. Je pense qu'il faut y croire. Hein. Les marabouts existent. Le sel dans les buts. Aucun club africain n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Ah oui, donc c'est... Voilà, Georges Gomis. Voilà, donc c'était pas le bon sel, ou je sais pas où, mais... Non, franchement, j'y crois pas du tout. Non. Et je dirais heureusement. Parce que là, il y aurait aller chercher des sorciers, tout le monde, là. Il n'y en aura peut-être pas assez sur Terre. C'est de la superstition. Ouais, superstition, oui. Mais superstition, dans le sport, par contre, ça existe. La superstitieux. Mais on est loin de la sorcellerie pure et dure, telle que je l'imagine. Petit bonhomme et petite patte de poulet lancée dans les cages de but. Voilà. Non, j'y crois pas. Yann Dujarrier. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, Michael? Alors, la question exactement, la sorcellerie peut-elle vraiment aider les sportifs? Et vous avez répondu oui. Moi, j'ai répondu oui, mais en fait, alors, première chose, je n'y crois pas. Mais la question est, peut-elle aider les sportifs? Moi, je réponds oui. Tout simplement parce que dans un sportif, c'est un être humain, et les deux éléments qui sont ultra importants, c'est la confiance en soi et le mental. Et peut-être que en rencontrant la sorcière, il va avoir, ou en rencontrant la sorcière, il va prendre confiance en se disant, de toute façon, à partir du moment où je l'ai rencontrée, elle, plus rien ne peut m'arriver. Et là, maintenant, je suis devenu plus fort. Et donc, du coup, ça va augmenter son capital confiance, ça va débloquer peut-être certaines choses chez lui, et à partir de là, il va être capable de surmonter ses capacités. Faut pas oublier que dans le cyclisme, on parle beaucoup de dopage.
Et Il y a beaucoup de sorcellerie. Non, dernièrement, on a parlé de dopage mental, donc des manipulations au niveau du cerveau pour pouvoir augmenter les performances des athlètes. Alors, et donc, je pense que ce type d'intervention peut aussi s'en rapprocher. C'est de l'hypnose ? Ça y ressemble. Je sais pas on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle nous l'a pas dit. Elle a simplement dit qu'elle pouvait consulter, que les sportifs la consultaient. On ne sait pas ce qu'elle. Elle, c'est de la magie blanche. Ah oui, c'est de la magie blanche. Mais même magie pour moi, magie blanche, magie noire, je ne sais même pas ce que c'est. Donc pour moi, c'est. Elle propose des pierres notamment. Mais voilà. Avec de la magie. Pourquoi pas ? Je veux dire, à partir du moment où la personne que vous avez en face est réceptive, ça peut créer un effet placebo. J'allais le dire, voilà, des médicaments placebo chez les enfants. C'est un petit peu comme le caleçon fétiche en fait qu'on met avant une compétition. Voilà. C'est un peu ce que vous êtes en train de nous dire. Et ben moi, alors en vélo, j'ai plus de caleçon fétiche parce que on n'a rien sous le cuissard. Mais quand je faisais du roller, je portais. J'avais deux caleçons que je portais toujours quand je faisais mes compétitions de roller. En effet, un pour le samedi, un pour le dimanche. Et on voilà. est très content de le savoir. Mais non, mais vous mettez. En effet, ça fait partie de. Ça fait partie de nos jeux. Moi, j'ai une réaction par rapport à. On est ravis de savoir qu'il a rien sur son truc. Mais... Non, mais je pense qu'en effet, c'est le sportif qui va dans ces moyens-là se dit que quelque part, il fait tout ce qu'il est en son pouvoir pour pouvoir performer, être au mieux, se sentir au mieux, y arriver, y croire, avoir confiance, y croire vraiment. Et on peut pas... je pense que ça n'a rien de répréhensible ni rien. Après, il faudrait voir vraiment ce qu'elle fait, mais... C'est le même rôle qu'un coach en développement personnel. Mais je suis pas d'accord. On voit toujours, quand j'entends parler ou je dis quelque chose sur la sorcellerie, même si c'est pas mon quotidien, je vois toujours dans le côté négatif. C'est pas pour aider quelqu'un à être plus performant, plus grand, plus fort, plus beau. C'est toujours au détriment. Ils vont marquer un but, ils vont se casser la jambe, ils vont se blesser au niveau de l'adversaire. Je vois toujours le côté négatif et non pas le. Magie noire, tu vois pas la magie. On est magie blanche. Là, on parle de magie blanche, c'est-à-dire que je te donne une pierre parce que cette pierre-là, elle a ces effets-là. Elle a ces effets-là et ce qu'elle va dégager va t'aider à compenser un manque que tu peux avoir. Je vais parler des pierres d'ambre qu'on peut donner pour les enfants pour éviter le mal de dents. Et bien, il y a certains enfants chez qui ça fonctionne et d'autres chez qui ça fonctionne pas. Donc oui, peut-être qu'il y a des petits pouvoirs qui peuvent être aidés et du coup, on donne de la confiance à l'athlète. Et alors après, du dopage. Après, il y a le côté culturel, il y a un côté culturel, il y a un côté croyance, il y a un côté vous disiez tout à l'heure, aucune équipe africaine n'a gagné une Coupe du Monde grâce au marabout. Mais par contre, les rumeurs disent que les Sénégalais, en 2002, lors de la Coupe du Monde, avaient été voir des marabouts pour gagner contre l'équipe de France. Et ils ont gagné contre l'équipe de France. Oui, ils ont gagné, mais ils n'ont pas gagné... Ils avaient le droit de gagner. Ils n'ont pas gagné tous les... Après, comme je vous dis, c'est psychologique. Après, c'est les croyances. On a les gens, leurs croyances... voilà. Moi, je crois en Dieu, en ses prophètes. Voilà. Maintenant, les prophètes à la caisse. Hein. Voilà. Donc, après, les croyances, les superstitions, ça, c'est propre à la personne. Je veux dire, comme il dit, lui, il y a des joueurs de foot, pareil, des Leonis, le grand buteur argentin de l'époque, il changeait pas de slip tant qu'il marquait. Et bon, heureusement qu'il le lavait, quoi. Il n'avait pas ce problème-là. Voilà, heureusement qu'il le lavait. Bon, après, c'est respectable, attention. Il faut pas. Du moment que les personnes, comme on dit, sur le plan humain et psychologique, ça leur fait, eux, ils trouvent que ça leur permet de performer. Qu'ils aillent performer dans ce sens-là. Maintenant, il y en a d'autres qui performent. Il y en a d'autres qui performent sans ça. Mais c'est le terme sorcellerie qui me. Oui. Ah non, mais c'est un coach psychologique, un coach quelque chose. Mais je sais pas pour quelle appelle ça sorcellerie. C'est vraiment les. Parce qu'elle c'est une sorcière. C'est une sorcière. La seule sorcière reconnue en Île-de-France. D'accord. Des potions, des amulettes, des choses comme ça. À site internet notamment. D'accord. J'irai voir, ça m'intéresse fortement. Alors si nous sort la potion magique d'Obélix, écoutez, on appellera la sorcellerie. Nous aurions dû aller la voir alors. Apparemment, ils ne sont pas allés la voir. Ils auraient su. Hein. Et est-ce qu'il faut que les sportifs se laissent peut-être influencer par les marabouts ? Il y a notamment cette histoire de Romelu Lukaku, le joueur qui était à l'époque à Chelsea, qui était à l'époque à Everton et qui a été voir un marabout qui lui a conseillé d'aller à Chelsea. Est-ce que vous comprenez ça, Georges Gomis ? Est-ce qu'il faut se laisser influencer ? C'est les croyances. Après, c'est les croyances.
aller dans le fin fond de la Bretagne ou dans le fin fond de certains... Il y a certaines croyances, et les croyances, c'est culturel, si lui, il a décidé de faire cette démarche-là, et que derrière, ça a été bénéfique pour lui, si demain il doit faire un choix, peut-être qu'il ira encore voir cette personne-là, pour lui dire, écoute, que pensez-vous de ce choix-là ? Et cette personne-là, ça sera... parce qu'il lui a trouvé son bien. Maintenant... moi, personnellement, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, je préfère aller demander. Je vais demander à mon entourage. Je vais pas... Il vaut mieux qu'il s'entraîne plutôt qu'il aille voir un marabout. Il vaut mieux se mettre. C'est incompatible. L'entraînement, c'est la base. Mais voilà, le marabout, après, il y a les croyances. Le coach peut avoir un mot, un petit truc qui va faire que. Mais c'est le sportif qui doit faire la démarche. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec Arrêté. Il y a une histoire de discernement aussi, en fonction des personnes qu'on va voir. C'est sûr que si on prend le petit papier qu'on a dans sa boîte aux lettres, c'est pas la même chose que recommandé par quelqu'un qui a déjà peut-être une expérience avec. Je pense que si on a le bon discernement et qu'on s'entraîne bien en parallèle et qu'on fait ce qu'il faut, mais sur tous les plans pour réussir, c'est qu'un plus, et c'est qu'une pierre en plus à l'édifice. Je pense que son destin, on a quand même notre destin, malgré on voit des gens qui ont des blessures, qui reviennent, des gens qui passent par d'autres chemins et qui arrivent à leur objectif. On est avec un destin, et je ne pense pas qu'on puisse le modifier de manière... Peu importe la manière, seul le résultat compte. Voilà. Je terminerai sur cette phrase. On va pas terminer là-dessus. Est-ce que ça pourrait être considéré comme de la triche ? Comme du dopage. Je pense que ça dépend à quel niveau. Vous avez 30 secondes. Tant qu'ils ne trompent pas dans la potion magique, oui. S'il y a potion magique, ou si on leur fait avaler à ce cher sportif qui croit à quelques produits miracles, oui, ça pourrait être... Oui, je pense, parce que les cuisses de poulet, ça ne marche pas. Donc s'ils mettent des produits dedans qui sont reconnus dopants, oui, effectivement. Si ça reste au niveau spirituel, moi, à bout de sel sur la selle de vélo pour que ça aille plus vite... Bon. Tiens, essaye, Yann. Si, on va terminer là-dessus. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le jeudi 31 mai pour une nouvelle émission en direct du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. On va terminer par une citation du King Eric Cantona. Vous pouvez changer de femme, d'opinion politique, de religion, mais vous ne pouvez jamais changer d'équipe de foot préférée. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78. Bravo, Canto.